Merci. Rebonjour à tous. Merci beaucoup. Alors, je voulais commencer par effectivement remercier Ariel pour cette invitation et toute son équipe. Je suis vraiment ravie d'être là. Ça a déjà été dit ce matin, mais c'est vraiment un remerciement sincère parce que l'association nous aide, effectivement, nous chercheurs, financièrement, en nous apportant voilà, une aide financière. Moi, ça fait quelques années, alors je suis plutôt dans les bébés aussi, hein, ça fait pas si longtemps que ça que je suis proche de l'IRRP, mais je dirais que c'est pas que une aide financière, et le fait aussi de participer à ces journées avec vous et ces colloques, c'est vraiment un échange qui nous enrichit et qui nous fait progresser et qui nous permet aussi d'avancer dans les recherches. Donc c'est vraiment un échange et voilà, le bénéfice, il est vraiment mutuel et vraiment je suis ravie aussi d'être là. Donc aujourd'hui, moi effectivement, je vais vous parler thérapie cellulaire pour les rétinites pigmentaires. Alors je commence par cette diapositive où vous voyez en fait le groupe que j'ai la chance de diriger au laboratoire. Donc le laboratoire, c'est le laboratoire ISTEM. Et donc ISTEM, c'est un laboratoire, c'est l'Institut des cellules souches. Et donc nous, on travaille effectivement sur les cellules. Vous en avez entendu parler par Vicky ce matin. Et il y a eu effectivement beaucoup de notions, donc ça va être facile pour moi parce qu'il y a déjà beaucoup de choses qui vous ont été dites ce matin. Mais du coup, nous, effectivement, on s'intéresse dans la rétine à ce fameux couple récepteur, photorécepteur et épithélium. Alors moi, d'habitude, les cellules de l'épithélium, je les appelle les babysitters des photorécepteurs parce que c'est vraiment ça. C'est-à-dire que ces cellules de soutien vont apporter à manger aux photorécepteurs, ils vont les changer d'une certaine façon, hein, ils vont recycler ce fameux segment externe qui est important pour le cycle visuel. Et donc quand ces cellules de soutien fonctionnent pas bien ou meurent dans certaines maladies, et bien du coup à ce moment-là les photorécepteurs cônés bâtonnets vont se mettre à dysfonctionner et du coup à dégénérer. Et donc, nous, on s'intéresse en fait à une des stratégies. Alors, vous avez vu, il y a beaucoup de stratégies différentes en fonction du type de pathologie, de l'avancée de la pathologie. Et c'est vrai que quand les cellules fonctionnent plus bien, ben parfois on peut les réparer, hein, c'est la roue de vélo, hein. Si vous avez une crevaison sur votre roue de vélo, vous mettez une rustine ou vous changez un rayon, quand la roue de vélo est trop abîmée pour être réparée, il faut la changer. Et donc nous, on change finalement, enfin on essaye de changer les cellules de la rétine, et pour ça, évidemment, il faut des sources de cellules. Alors Vicky en a parlé ce matin, nous on travaille avec donc ce qu'on appelle les cellules souches pluripotentes. Et en fait, ces cellules souches, elles ont deux qualités extrêmement importantes. La première, c'est qu'elles sont capables de se multiplier de façon normale. Et la deuxième, c'est qu'elles sont censées être capables de faire tous les types cellulaires de l'organisme. Donc ici, on voit que les cellules, sur cette petite vidéo, ces cellules, elles se multiplient. On peut en avoir vraiment beaucoup, hein, des millions, des milliards en finalement assez peu de temps. Et si on leur donne évidemment les bonnes recettes de cuisine, elles vont pouvoir activer les gènes qui vont les faire devenir soit des photorécepteurs, soit des cellules de l'épithélium. Alors évidemment, comme ça, sur le papier, ça paraît très facile. Ça l'est toujours un petit peu moins en laboratoire. Il y a plusieurs stratégies. Et donc, nous, avec ces cellules, finalement, que l'on obtient, on essaye de refaire un petit peu des petits tissus, donc de les combiner entre elles pour refaire un petit peu les différentes couches de la rétine. Hein. Vous savez que la rétine, c'est quelque chose qui est très organisé. Hein. Les cellules, elles doivent être en couches, associées les unes aux autres, orientées dans un sens particulier. Hein. Faut pas les mettre à l'envers, faut pas les mettre dans le mauvais sens, faut pas les mettre à plat s'il faut qu'elles soient les unes contre les autres. Et donc, c'est ce qu'on essaye de faire. On travaille avec des physiciens et des chimistes qui nous donnent des polymères, des membranes sur lesquelles on va mettre ces cellules pour essayer de les organiser et refaire finalement un petit peu des mini-rétines, ou en tout cas des parties de la rétine qui soient bien organisées et qui forment des mini-tissus.
Et donc, avec ces mini-tissus, on va évidemment essayer de remplacer les cellules qui vont pas bien ou qui sont mortes, c'est la thérapie cellulaire, mais on peut aussi faire ce qu'on appelle de la modélisation de pathologie. Vicky en a parlé ce matin, je vais pas avoir le temps de vous en parler aujourd'hui, mais on utilise aussi ces petits tissus comme modèle. Alors je vais commencer par vous parler du programme de thérapie cellulaire qu'on a démarré il y a maintenant 5 ans. Alors c'est un programme qu'on a démarré en fait il y a plus de 15 ans, qui visait d'abord à remplacer donc l'épithélium pigmentaire, ces fameux babysitters de photorécepteurs qui fonctionnent pas bien. Et donc cet épithélium, qui a donc tout un tas de fonctions, encore une fois, quand il fonctionne pas bien, eh bien dans un deuxième temps, les photorécepteurs vont se mettre donc à dégénérer. Alors c'est le cas de certaines rétinites pigmentaires. C'est alors sous le couvert d'Isabelle, Béatrice, clinicien, c'est à peu près 5%, je crois, des rétinites pigmentaires qui ont une atteinte sur l'épithélium, mais elles me corrigeront si je dis une bêtise. Donc c'est le cas de certaines formes de rétinites pigmentaires, et le Luxturna s'adresse à une de ces formes de rétinite pigmentaire, le gène RPE65, qui est un gène donc qui est important dans ces cellules de soutien. Mais c'est aussi le cas pour les dégénérescences maculaires liées à l'âge, dans lequel effectivement ce sont aussi ces cellules de l'épithélium qui fonctionnent pas bien. Alors il y a assez peu de traitements qui sont sur le marché. On l'a vu ce matin, il y a des pistes, il y a des essais cliniques, mais il y a peu de traitements qui sont sur le marché. Et donc nous on a démarré en fait un programme de thérapie cellulaire donc il y a plus de 15 ans, où à partir de ces fameuses cellules pluripotentes, on a fabriqué donc ces cellules épithéliales, on les a disposées sur une membrane pour refaire un petit patch, et je vais parler de patch pour le reste de ma présentation. Et donc l'objectif c'était d'aller greffer ce patch sous la rétine, donc en faisant un décollement de rétine, Isabelle en a parlé ce matin, c'est la même approche chirurgicale, donc en créant un décollement de rétine qui est provisoire pour pouvoir venir insérer ce patch. Alors c'est un travail qui est très collaboratif. En recherche, on travaille jamais tout seul, avec donc l'Institut de la Vision à Paris, l'hôpital des 15-20, l'AFM Téléthon qui nous a accompagnés financièrement, mais aussi avec tous ces départements de régulation, parce qu'évidemment il faut savoir faire un essai clinique, et moi c'est pas mon métier. Et puis l'hôpital Saint-Louis à Paris et un laboratoire écossais. Alors juste rapidement pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Donc on a d'abord fabriqué ces fameuses cellules de l'épithélium pigmentaire. Alors ces cellules de l'épithélium pigmentaire, comme leur nom l'indique, elles sont pigmentées, elles sont marron, on les voit. Elles sont très bien organisées, elles forment une sorte de nid d'abeilles, elles s'accrochent fortement les unes aux autres, elles sont très jolies. Et donc on a pu faire une banque, on a congelé, et donc ça a été fait à Nantes par un établissement pharmaceutique. Et puis la membrane qu'on a utilisée, c'est la membrane amniotique humaine, qui est aussi utilisée en remplacement de cornée, dans des greffes de cornée. Et ça ressemble un peu à un voile de mariée, c'est très souple. Et donc pour pouvoir manipuler tout ça, on a créé des outils, et on a notamment fait un petit outil de culture qui est en 2 parties, qu'on va clipper l'une avec l'autre en mettant la membrane au milieu, donc ça fait un peu comme un tambourin, avec cette membrane qui va être le support de ces cellules. Et puis ensuite on va déposer donc nos cellules sur cette membrane. On va cultiver les cellules pendant 4 semaines, de façon à ce qu'elles s'accrochent bien les unes aux autres. Elles vont former des jonctions, elles vont s'accrocher, elles vont reformer cet épithélium, cette sorte de palissade qu'il y a à l'arrière de la rétine. Et tout à la fin, on va enrober tout ça dans de la gélatine pour pouvoir manipuler tout ça correctement et pouvoir le greffer.
Et donc on a fait cette préparation, et donc on a un petit patch qui donc est enrobé dans de la gélatine, donc on peut le découper. Alors ici, au tout début, on utilisait des ciseaux et puis des pinces pour pouvoir le préparer, puis ensuite on a quand même progressé, on a fait un petit système qui nous permettait de ne plus utiliser ces pinces et ces ciseaux. Et ce patch, il fait 3 mm sur 5 mm. Il couvre, enfin, il va être donc d'une taille suffisamment grande, mais pas trop grande, pour pouvoir couvrir la région centrale, puisque ce qu'on veut préserver, c'est l'acuité de la région centrale, la vision de jour. Et puis, on a utilisé un petit outil pour injecter, qui est l'outil qui d'habitude est utilisé pour les greffes de cataracte, enfin, les greffes de cristallin, qui s'ouvrent, et donc ça permet de déposer le patch à l'endroit, parce que ces cellules, elles ont un haut et un bas, il ne faut pas les mettre à l'envers. Et d'ailleurs, notre petit patch, il a une forme de carte SIM. Pourquoi carte SIM? Pour le mettre bien à l'endroit dans la rétine. Et donc, on a évidemment vérifié que ce patch, lorsque l'on l'injectait, alors il se replie un petit peu, et la gélatine lui donne cette élasticité, que lorsque l'on l'injectait sous la rétine, il se redépliait et il se mettait bien à plat sous la rétine. Et donc, encore une fois, hein, l'objectif, c'est de ralentir la progression de la maladie, puisque on ne va pas remplacer les photorécepteurs, hein, on va essayer de faire en sorte qu'ils arrêtent de mourir. Donc on a fait un certain nombre d'études chez différents modèles, et puis on a déposé donc cet essai clinique qui est un essai clinique de phase qu'on appelle de phase 1-2, c'est-à-dire que l'objectif ici, le premier objectif, c'est vraiment de tester la sécurité du patch, son innocuité, sa bonne tolérance. Et donc on a démarré cet essai clinique en 2019. C'est un essai clinique qui se déroule à l'hôpital des 15-20 à Paris, qui est mené par le docteur Stéphane Bertin, qui est donc le chirurgien qui nous a accompagnés dans tout le développement de ce patch, et qui fait donc les injections. Et donc on est parti sur 2 groupes de patients. Une première cohorte avec des patients qui étaient vraiment très atteints, avec une cécité légale. Et puis ce qu'on voulait tester, c'était quand même un petit peu de fonctionnalité, ou en tout cas commencer à aborder un petit peu la fonctionnalité. Donc on a proposé et on a été autorisé à tester une deuxième cohorte avec des patients moins atteints, et surtout avec des photorécepteurs qui étaient encore présents, pour bien vérifier qu'on arrivait à ralentir, voire stopper la mort de ces photorécepteurs. Alors évidemment, vous avez bien noté la date, hein, on a commencé en 2019, donc on a fait 2 premiers patients en septembre et en octobre 2019. On a eu une première étape avec un comité qui nous a autorisé à progresser, et puis patatras, hein, en fin 2019-2020, on a pris, comme tout le monde, la pandémie de plein fouet, ce qui a évidemment ralenti beaucoup la progression de cet essai, mais malgré tout, on a quand même bénéficié du support de cliniciens qui étaient extraordinaires, qui ont quand même permis que l'essai continue, et on a réussi à transplanter un patient entre chaque confinement, hein, à peu près, si vous regardez les dates. Donc un patient en 2020, 2 en 2021 et 1 en 2022, et 2 en 2022, pardon. Et malheureusement, on avait pris tellement de retard qu'on n'a pas pu aller jusqu'aux 12 patients qu'on avait prévus. Donc on a dû arrêter l'inclusion des patients. Alors l'essai clinique continue, on continue à suivre les patients. Et donc 7 patients ont été transplantés. Il y a des patients donc, qui ont 2 mutations différentes, puisque là l'objectif, c'est d'avoir un traitement qui n'est pas mutation spécifique, mais qui va aller remplacer la cellule. Donc on essaye de s'affranchir finalement
du type de mutation. Et donc on est en train de regarder ce qui se passe. Alors quand même, on a des premiers résultats. Les premiers résultats, alors ça c'est des images qui avaient été prises, pas chez les patients, mais qui représentent bien quand même ce qu'on voit, c'est que le patch est extrêmement stable. C'est-à-dire que le patch, il ne bouge pas. Une fois qu'il est implanté dans la rétine, il ne bouge pas, sa surface ne change pas, son épaisseur ne change pas, sa largeur ne change pas, il n'a pas glissé dans la rétine, donc on a une stabilité extrêmement importante du patch, donc le patch est bien toléré, et vraiment les résultats de tolérance montrent qu'on a une très bonne tolérance du patch. On n'a pas vu de prolifération cellulaire anormale, ce qui était une des inquiétudes évidemment qu'on pouvait avoir au départ. Hein. Je vous ai dit que les cellules souches, c'était des cellules qui proliféraient, donc c'était un des risques. Nous, nos cellules, elles ne prolifèrent plus, hein, et donc il n'y a pas de prolifération anormale. Et puis, on est en train de regarder un petit peu plus en détail, mais on a vu qu'il y avait chez quasiment tous les patients une amélioration de la fixation. La fixation reste mauvaise, mais il y a quand même une amélioration de la fixation et puis une amélioration du nystagmus, donc on a des résultats qui sont assez encourageants, y compris du côté fonctionnel. Alors évidemment, on continue à analyser ces résultats. Là, le dernier patient est à 2 ans après la greffe, donc on va commencer à pouvoir avoir des choses vraiment intéressantes du point de vue fonctionnel. Et puis, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train d'améliorer finalement déjà ce produit. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que les patients sont sous un traitement immunosuppresseur pendant la première année à peu près. Donc là, ils ont tous fini le traitement immunosuppresseur et ça s'est bien passé. On n'a pas eu de problème, alors qu'on était aussi dans une période de pandémie, hein, donc aussi des patients sous immunosuppression pendant une pandémie majeure, ça pouvait être un point d'inquiétude et tout s'est bien passé. Et puis, on travaille aussi sur essayer d'améliorer le processus de fabrication et notamment, on utilise beaucoup d'automatisation en fait au laboratoire pour pouvoir produire plus de cellules de façon beaucoup plus reproductible. Et on essaye aussi d'utiliser maintenant l'intelligence artificielle pour améliorer finalement tout le procédé et avoir un produit qui soit plus facile à produire, moins cher, et qui puisse du coup être disponible à plusieurs, à plein de pathologies et au plus grand nombre. Et puis évidemment, je vous ai dit en introduction, ce petit patch, pour l'instant, il s'adresse à peu près 5% des patients atteints de rétine pigmentaire. Donc évidemment, on est en train d'essayer de travailler pour fabriquer les autres types cellulaires. Alors le premier type cellulaire qu'on essaye de fabriquer, c'est pas les photorécepteurs, c'est les cellules vasculaires qui sont en dessous de l'épithélium pour essayer de comprendre un peu comment les pathologies se développent. Et donc pareil, on travaille toujours avec des physiciens et des chimistes qui nous ont fait un petit patch en fait sur mesure avec un côté un peu lisse sur lequel on peut mettre les cellules de l'épithélium, puis un côté un peu plus poreux pour pouvoir refabriquer les vaisseaux. Et donc, avec nos cellules toujours pluripotentes, on a fabriqué des cellules endothéliales qui fabriquent les vaisseaux, et puis nos RPE. Et puis, on a mis les deux en même temps. Alors ça, c'est un travail qu'on fait donc avec Didier Le Tourneur, Teresa Simon, Chloé Dujardin et Olivier Gouraud de l'Institut de la Vision. Quand on a même commencé à mettre les deux types cellulaires ensemble, et pour l'instant, ils cohabitent pas trop mal. On n'en est qu'au début, mais en tout cas, je dirais la colloque se passe pas trop mal. Les deux types cellulaires survivent bien les deux ensemble. Et donc ça, c'est pareil, ça va nous permettre d'avoir finalement des modèles pour aller tester un petit peu des hypothèses de pathologie et voir comment les pathologies progressent. Et puis là où on met beaucoup d'efforts, c'est pour fabriquer des photorécepteurs. Donc Vicky ce matin vous a parlé des organoïdes. Et donc nous on utilise là aussi en collaboration
avec l'Institut de la Vision des organoïdes, mais dans les organoïdes, vous avez un peu tous les types cellulaires. Et nous, ce qu'on essaye de faire, c'est vraiment d'avoir les photorécepteurs, de les remettre en forme, parce que les photorécepteurs, si vous les mettez pas bien à l'endroit, bien orientés et bien au contact des autres couches cellulaires, elles vont pas fonctionner correctement. Donc l'idée, c'est avec des sortes de membranes avec des trous dedans, c'est un peu de faire comme quand on plante des tulipes. Nous, on plante pas des tulipes, on plante des photorécepteurs, ou en tout cas on essaye. On utilise les organoïdes, on dissocie les organoïdes, on met ces photorécepteurs sur nos pots de tulipes. Ce qu'on essaye de regarder, on met les RPE, l'épithélium en dessous, et on essaye de voir si tout ça s'organise correctement. Et là aussi, c'est un travail qu'on mène en collaboration avec le docteur Hamouda, qui est physicien, Olivier Gouraud de l'Institut de la Vision. Et les premiers résultats nous montrent que quand on plante nos tulipes, quand on plante nos photorécepteurs, effectivement, ils ont l'air de s'organiser à peu près. On n'en est qu'au début. Et puis, surtout, d'aller vers l'épithélium. Donc, encore une fois, ce couple épithélium-photorécepteur est extrêmement important parce qu'on a montré que quand on ne met pas cet épithélium en dessous, les photorécepteurs, ils ne savent pas trop où est-ce qu'il faut qu'ils aillent, alors que quand on met l'épithélium, ils se dirigent vers cet épithélium. Donc voilà ce que je voulais vous raconter aujourd'hui. Donc en conclusion, nous on fait en fait des mini-tissus pour de la thérapie cellulaire, donc essayer de reconstruire, de remplacer les cellules qui vont pas bien ou qui dégénèrent dans la rétine. Les RPE, l'épithélium, c'est ce qui est le plus avancé. Un essai clinique qu'on espère source d'autres essais cliniques et de produits, de médicaments qui soient disponibles pour les patients dans quelques années. Mais on est en train d'essayer de complexifier un peu les choses en mettant les autres types cellulaires pour avoir vraiment l'ensemble des cellules qui soient disponibles. Et puis ma dernière diapo, qui est sûrement la plus importante, c'est les remerciements. Vous voyez qu'il y a vraiment beaucoup de personnes sur cette diapositive. Comme l'IRRP est une grande famille, un laboratoire, ça se construit. Alors j'ai toujours tendance à dire que c'est comme un village. On commence par une hutte, et puis après on va aller chercher les différents partenaires. C'est exactement ce qui s'est passé sur ce programme. On a été chercher les différents partenaires et les différentes compétences parce qu'on ne savait pas tout faire tout seul. Et donc on a construit notre village au fur et à mesure, et c'est ce qui a permis à cet essai d'arriver où il est et d'être, je pense, une réussite. Donc voilà, je remercie tous les gens qui ont participé à ce programme, et puis évidemment les patients qui se sont embarqués dans cette aventure un peu folle, parce que quand on a commencé à dire qu'on allait greffer un petit patch de cellules, c'est pas forcément évident, et les patients qui ont embarqué avec nous nous ont suivis, et je les remercie, et je vous remercie pour votre attention. Merci. On est donc dans un épithélium pigmentaire qui ne sont pas celles du patient. A priori, vous les maintenez tant que le patch est présent, je suppose. En fait, on a une immunosuppression de un peu moins d'1 an. Parce que on est parti sur l'hypothèse que l'œil c'est quand même un peu privilégié et qu'il fallait couvrir, on va dire, la chirurgie, la brèche que l'on peut faire dans l'œil, et que ensuite, une fois que ça serait à peu près refermé, ça devrait bien se passer. Et a priori, c'est ce qui se passe, c'est-à-dire j'ai pas eu le temps, mais on suit en fait tous les anticorps rejet, HLA, etc. Et on n'a pas d'événement du tout. Il n'y a pas du tout de signe d'inflammation. Alors, évidemment, on n'est pas complètement sûr que les cellules sont encore là, puisque
Évidemment, malgré l'imagerie que l'on peut faire dans l'œil, on n'arrive pas à avoir une résolution suffisante pour être sûr que les cellules sont encore là. Ce que j'ai pas montré, parce que j'avais pas le temps, mais il y a de la pigmentation. On arrive à voir de la pigmentation quand même. Est-ce que c'est les cellules qu'on a greffées ou pas? On n'en sait rien, mais on n'a vraiment pas de signe, ni de rejet, ni de fait que les cellules soient pas là. Et de façon assez indirecte, il y a une étude en Angleterre, une étude aux États-Unis, pardon, qui a été faite avec à peu près la même approche, où eux avaient fait une immunosuppression de 3 mois seulement. Et il y a un patient qui est décédé du Covid, ils ont pu aller voir 2 ans après la greffe et les cellules étaient encore présentes. Donc il semblerait qu'une immunosuppression, même courte, soit suffisante pour empêcher le rejet des cellules. Et dans ce patient décédé, comment étaient les photorécepteurs? Le problème, c'est que c'était un patient, donc c'était une démêla atrophique très avancée, donc chez un patient qui n'avait plus ou très peu de photorécepteurs. Encore un essai de phase 1-2. Dans le couple épithélium pigmentaire photorécepteur que vous greffez de la même façon, c'est pas du tout une autogreffe. Là, sur cette dualité du couple, comment ensuite vous allez générer la mise en place de la connexion avec votre cellule rétinienne? Vous, c'est d'abord le modèle du couple. Alors, pour l'instant, j'ai pas la réponse, on n'a pas encore fait les manips, mais a priori, des cas où le reste de la rétine, donc la rétine interne, n'est pas dégénérée. Donc on espère, mais c'est un pari, que effectivement les photorécepteurs, enfin le couple RPE photorécepteur que l'on va greffer, va réussir à se connecter avec les bipolaires. A priori, sur les premiers essais, c'était quand même un rendement de connexion très bas. Alors sur les essais chez l'animal de photorécepteurs en suspension animal, greffe de suspension, effectivement il y a assez peu de connexion et il y avait du transfert de matériel aussi. C'est-à-dire que les effets finalement bénéfiques ont été vus, il y a eu des effets bénéfiques qui ont été vus, mais c'était plutôt du transfert de matériel. Mais on pourra en discuter plus précisément si tu veux. Un, deux, yes. Oui, bonjour. Je voulais savoir si ces deux patients, leurs variants ont été identifiés. Alors oui, effectivement, là on est chez des patients, alors variants. Oui, la mutation était clairement identifiée chez les 7 patients, c'était un critère d'inclusion. C'est-à-dire que là, les patients devaient avoir une mutation qui était clairement identifiée sur 2 gènes, enfin un ou l'autre, mais MRTK et LRAT. Donc c'était des mutations connues. Voilà. De toute façon, je reste là ce soir et demain, donc je peux répondre à plein de questions.